Bonjour, bonjour à vous toutes, bonjour à vous tous. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Je vous souhaite la bienvenue sur l'Académie de la Nouvelle Vie. Et ce soir, en compagnie de Laetitia Trio. Bonsoir Laetitia. Bonsoir Charlotte, bonsoir tout le monde, bonsoir à tous et à toutes. Je suis ravie d'être là avec vous à nouveau. Oui, alors vous connaissez sûrement déjà Laetitia, ou en tout cas vous allez apprendre à la connaître, que ce soit là en direct ou en replay. Laetitia, vous allez voir, ce soir, va vous parler de leader. Ouh, alors, leader, on pense à leadership et ce soir, on va commencer à voir avec Laetitia comment révéler et incarner le leader authentique en vous. Alors, vous pensez sûrement en effet leadership, tout ce qui est entreprise, professionnelle, mais ce n'est pas forcément que dans cette sphère-là que ça se joue. Ça se joue aussi dans la sphère familiale, amicale, sociale. Et ce soir, eh bien, on va parler de leader dans le sens où, justement, vous allez pouvoir gagner en charisme, en magnétisme et on va dire, en attraction. Le fait aussi d'être captivant, c'est ce que nous allons voir ce soir. Si vous souhaitez être vu, reconnu, entendu, prise en compte, devenir peut-être aussi un meilleur manager, dirigeant, chef de projet, eh bien, vous êtes à la bonne place, vous êtes au bon endroit. C'est ce qu'on va voir ce soir avec Laetitia. Et en sachant que leader, eh bien, être un leader, ce n'est pas s'imposer et ce n'est pas non plus être devant. On va voir ça ce soir car c'est vraiment une véritable posture, un charisme et une passion, un feu intérieur qui nous permet de transformer le monde et de faire advenir les changements. Alors ce soir, Laetitia va nous parler justement de la différence entre avoir une position leader et être un leader authentique, conscient. On va aussi voir le leadership, une question d'image et en quoi le charisme compte. Et puis, on va parler du leader qui n'est pas celui qui est le plus vu ou entendu. Il ne s'impose pas au groupe, mais alors, qu'est-ce qu'il caractérise? Et comment développer cet état interne de confiance, justement, en étant ce leader? Alors, un beau programme. Et ce qui est intéressant, je trouve, ce soir, c'est que vraiment, on va parler d'un sujet qu'on n'aborde pas forcément souvent dans les conférences. Alors c'est le moment, si vous voulez, réveiller ce charisme en vous, puisque Laetitia accompagne justement dans cette authenticité l'être. Elle accompagne les leaders conscients. Alors vous êtes vraiment au bon endroit. Laetitia, est-ce que tu veux bien, avant de commencer, te présenter davantage en quelques mots? Alors oui, je peux le faire. C'est toujours la partie où je cherche la bonne étiquette à sortir du chapeau parce qu'il y en a beaucoup. Disons que ce soir, je vais prendre mon étiquette de mentor, de superviseur et de coach qui accompagne des dirigeants et les particuliers aussi, hein. C'est vrai que je vais peut-être un peu plus me positionner sur cette partie dirigeante, sachant que quand je parle de dirigeant, tout comme quand je parle de chef de projet ou de ce type de sujet-là, je ne parle pas nécessairement de dirigeant d'entreprise. On peut être aussi le dirigeant de la maisonnée, hein, du foyer. On peut être dirigeant d'une association, d'une activité sportive, d'une compagnie de danse ou autre chose. Ça ne se limite pas à l'étiquette. Et c'est vrai que même pour moi, je vais essayer de ne pas me limiter à l'étiquette que je vais pouvoir vous donner parce que j'aimerais aborder ce thème en fait du leader et du leadership un peu différemment. Je ne l'aurais pas du tout abordé de la même façon si je devais le faire en entreprise ou sur une conférence destinée à des professionnels. On est bien à l'Académie de la Nouvelle Vie, donc ce sera un contenu qui est adapté aussi et qui permet d'ouvrir des potentiels sur la manière d'apporter ce sujet-là. Parce que c'est vrai que quand on parle de leader, souvent on pense au leader sur le marché, on pense à
au leader du groupe, on pense à quelqu'un qui a une grande envergure, qui prend beaucoup de place et souvent on se trompe en fait, parce qu'on fait, un mélange entre différents termes et c'est vrai que ça serait très intéressant pour moi et important que vous puissiez dans le chat indiquer, bah, c'est quoi pour vous un leader? Et peut-être des exemples de leaders, quand on vous parle de leader, à qui vous pensez de façon, un peu automatique? Ce serait très, très intéressant pour moi de voir ça. Je vous laisse écrire, eh bien, la proposition de Laetitia. D'après vous, qu'est-ce que c'est qu'être un leader? Et avez-vous un exemple qui vous vient spontanément en tête lorsque l'on parle de leader? Mettez-le dans le chat et je vais le transmettre, à Laetitia dès qu'il y aura des réponses. Je te laisse, continuer si ça te va. Ouais, ça me va bien et alors on peut peut-être démarrer sur, l'idée justement de voir quelle peut être la différence entre la position de leader et le leader. Parce que souvent, on fait un amalgame entre les 2. La position de leader, en plus, est souvent très, enviée et on a envie d'être le leader dans une équipe. On a envie d'être le leader, d'avoir cette position, en fait, de leader, celle qu'on va nous donner. On va nous dire: «Tiens, tu prends la position du leader». Et cette position-là, c'est celle du meneur, c'est un peu celle du chef d'équipe. Et vous allez voir que finalement, si on regarde un peu plus près, le leadership authentique et le leader authentique, celui qu'on porte, euh, c'est pas au même endroit. Le leader de position, c'est quelque chose qui est extérieur à nous. C'est une place, c'est une fonction qu'on va prendre pour réaliser quelque chose qui est attendu de nous. Alors que le leadership authentique, c'est un leadership intérieur. Ça part en fait du plus profond de nous, parfois d'un espace qu'on ne voit même pas. Et je prendrai des exemples justement pour illustrer ça. Et c'est pour ça que ce serait intéressant d'avoir vos retours et vos idées autour de vos références en termes de leader. Alors, il y a déjà un retour, de Mallory. Merci, à Mallory pour ce retour. Un leader, c'est une personne écoutée et entendue. Mmh, absolument, absolument. Et euh, alors c'est drôle parce que je ne m'attendais pas en première réponse à une position comme celle-là. C'est vrai que généralement, quand on parle de leader, on va nous parler de dirigeants politiques, on va nous parler de personnes qui sont très en vue sur la place publique. Et quand on regarde avec un autre œil, on peut se rendre compte que le leader, en fait, c'est celui qui va être reconnu par les autres comme étant quelqu'un qui a une légitimité à être suivi. Et cette légitimité à être suivie, elle peut venir de plein de sources différentes. Et c'est justement ça qui serait intéressant de regarder. Vous, à quel endroit vous mettez ces sources-là? Qu'est-ce qui vous ferait dire, tiens, cette personne-là, ouais, je sens vraiment que c'est un leader né ou c'est une leader née. Mmh. Alors, il y a les retours de Nadine, notamment, qui dit qu'il sait écouter. C'est, c'est aussi ça, peut-être être leader, savoir, écouter. Et on attend les autres retours. Si vous avez envie de partager justement, qu'est-ce que c'est qu'être un leader pour vous et qu'est-ce qui vous donne l'envie, bah, de suivre finalement et d'écouter, peut-être, ce leader? Hem, oui, Mallory dit: «On a envie de suivre un leader» et qu'est-ce qui vous donne envie de suivre justement? Est-ce que vous arrivez à avoir, hem les caractéristiques peut-être, on pourrait appeler ça comme ça, Laetitia, les caractéristiques qui fait qu'on a envie de suivre. Qu'est-ce qui qu'est-ce qui fait? C'est il y a une attraction, physique, comment on peut définir ça? Peut-être même, un magnétisme, souvent on parle aussi d'aura. Mmh. On parle beaucoup aussi de charisme. C'est quelque chose qui revient souvent. Quand on pense à un leader, on s'attend à quelqu'un qui est charismatique. Souvent, on s'attend à effectivement une personne qui a une aura et tiens, quand cette personne, elle rentre dans la pièce, on la sent rentrer ou on la voit rentrer. Et ça, c'est 2 choses différentes. Il y a des personnes qu'on va voir rentrer, mais parce qu'elles prennent beaucoup de place, elles font beaucoup de bruit, ça brille. Et là, c'est là où on va reconnaître en fait
celui qui veut être leader et qui force le truc, en fait, qui force le fait de vouloir être vu, reconnu et d'attirer l'œil sur lui pour se sentir être leader. Et ce qui est assez intéressant, c'est que quand on regarde les grands leaders de l'histoire, j'entends les leaders authentiques, c'est souvent des personnes qui n'ont pas demandé ça. Ils sont arrivés un petit peu par hasard, à l'insu de leur plein gré, on pourrait dire presque, à devenir et à prendre cette position de leader. Et ce qui est Mmh. intéressant, c'est que vous posez des choses, mais vous n'avez pas mis des noms. Ce serait intéressant de voir, tiens, Encore, oui. Dan, Rochette dit: «C'est quelqu'un que l'on suit sans trop savoir pourquoi. eh, Il a un charisme naturel». Mmh. Et c'est vrai que tout à l'heure tu disais, hem, parfois on peut chercher, à avoir cette position de leader. Alors ça me questionne parce que, eh, il y a aussi plein de personnes qui peuvent chercher à ne pas l'avoir. ouais, Heu, voilà et c'est vrai que c'est questionnaire, pour moi, j'étais plus, dans le sens où souvent les personnes ne cherchent pas forcément à être leader et vont être, peut-être, plutôt dans la réserve, à ne pas forcément vouloir, prendre, les responsabilités parce qu'être leader, alors, bah, de mon point de vue, il y a peut-être aussi une question de et bien je sais pas, il y a une cette notion de responsable, responsable de soi, de peut-être, aussi, ce qui se diffuse, mm. peut-être, de nous. Et tu dis très bien, en fait, le leader, c'est celui qui prend responsabilité, en fait. À un moment donné, il a une vision. Alors, on verra plus tard d'où vient la vision. Est-ce qu'elle est à lui? Est-ce qu'elle est à quelqu'un d'autre? Est-ce qu'on peut être leader en ayant la vision, en portant la vision de quelqu'un d'autre ou pas? Mais en tout cas, le leader a cette vision, il la porte à l'intérieur de lui et il a une foi intérieure. Tout à l'heure, tu parlais donc de feu intérieur. Effectivement, le leader se reconnaît souvent parce qu'il a ce feu intérieur qui l'anime. Je parle bien ici du leader authentique. Il a ce feu qui est là, qui est présent et qui est là malgré lui ou malgré elle. Mais le fait qu'il y ait ce feu intérieur, ça crée ce magnétisme, ça crée ce côté où c'est attractif, où cette personne, on sent qu'elle a quelque chose de particulier. On aurait du mal à mettre le doigt dessus, mais elle porte quand même ce quelque chose de particulier. Et de par cette foi et de par ce feu intérieur qui est là, malgré tout ce qui peut se passer à l'extérieur, cette personne-là, elle va être suivie. Et elle va être suivie, alors pas toujours dès le départ, parfois même par la suite, mais en tout cas, on voit qu'elle porte cette responsabilité puisqu'elle est le gardien de la flamme quelque part, parce que cette flamme-là que cette personne porte à l'intérieur d'elle-même, il y a qu'elle qui la porte, celle-là de flamme. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on va pouvoir voir qu'en fait, tout le monde porte une flamme à l'intérieur de lui, tout le monde pourrait être un leader authentique, mais ça demande de prendre responsabilité, ce qui n'est pas le cas de tout le monde, parce que la plupart des gens qui diront non, non, mais moi, non, non, je ne veux pas être le leader, non, non, surtout pas, de quoi, non, non, je ne prends pas l'étiquette, non, non, surtout pas, je ne veux pas être en charge de ça, je ne veux pas prendre cette responsabilité-là. Et du coup, tant que je ne prends pas cette responsabilité, je ne peux pas mettre en mouvement ce qui va me permettre d'aller euh, donner de l'ampleur et matérialiser et permettre d'insuffler dans la matière tout ce que porte ce feu qui est à l'intérieur de moi. Parce qu'on est bien d'accord que ce n'est pas un feu qui va brûler quelque chose, c'est un feu qui est porteur de richesse. D'ailleurs, symboliquement, souvent on dit que le feu est de même nature que peut être Dieu. Et si on regarde en symbolique, on retrouve dans la flamme et dans le feu tout ça. On a le charbon ardent, le buisson ardent, pardon. On a tous ces épisodes avec les langues de feu, on a toutes ces qu'on retrouve dans les livres sacrés. Et c'est pas pour rien, parce que ce feu-là, il est là. Soit on fait semblant de pas le voir et on ne prend pas responsabilité, on ne veut surtout pas se mouiller. Soit à un moment donné, ben, on y va, ou parfois c'est même plus grand que nous. C'est tellement intense que de toute façon, on ne peut pas ne pas y aller. Quand bien même on mettrait les quatre fers en avant pour freiner le mouvement, à un moment donné, la poussée est tellement grande que de toute façon, c'est notre destinée, on va y aller. Et
on le voit, je vais prendre un premier exemple, puisqu'il n'y a pas de nom qui tombe. C'est moi qui vais faire sortir le nom du chapeau. Un des leaders qui a quand même marqué le monde entier, c'est Gandhi. Gandhi qui disait: «Sois le changement que tu veux voir dans le monde». C'est un message absolument extraordinaire. On le voit encore un peu partout sur des flyers, des stickers, des sites internet, on le voit partout. Et ce qui est assez drôle, c'est que si on lit les mémoires que Gandhi a laissées derrière lui, c'est quelqu'un qui disait: «Mais j'ai rien de remarquable en fait, je suis quelqu'un de commun, j'ai même honte de qui je suis, je fais plein de choses que je ne devrais pas faire. J'ai maltraité ma femme, je me suis laissée influencer par des gens qui étaient peu recommandables. Il y a vraiment toute ce processus où en fait il se voit tout petit. Pour lui, il est juste quelqu'un de petit et il n'arrivait pas à comprendre d'ailleurs qu'on lui donnait l'étiquette de Mahatma. Pourquoi on me donne ça? Je suis pas remarquable, je veux pas être devant. Donc c'est un des plus grand leader quand même qui a existé et qui disait toujours: «Non mais moi je veux pas être devant, je suis juste là pour manifester ce qui se passe à l'intérieur de moi et le positionnement qui me semble juste face au monde». Il le faisait pas pour les autres, il le faisait pour lui, parce qu'il avait foi en fait en ce qu'il mettait en œuvre et il y avait même pas d'attente en fait. Il n'aurait jamais pensé qu'il y ait un mouvement pareil et c'était un homme qui était plein de contradictions et qui, alors peu de gens le savent, mais il était avocat. Il était avocat et il avait une spécificité, c'est qu'il avait décidé qu'en fait, il ne voulait pas plaider pour les gens qui étaient coupables. Il ne voulait pas plaider pour, entre guillemets, c'est moi qui mets les étiquettes là, pour le coup, pour les méchants. Il voulait plaider pour les victimes, il voulait plaider pour les gens qui subissaient des torts, mais il refusait de plaider pour certaines personnes. Et au départ, on le regardait surtout parce que comment on peut oser faire ça alors qu'on est avocat? Quand on est avocat, on est censé défendre tout le monde. Mmh. Alors il y a d'autres réponses. Ah! Là, ce qui revient aussi, c'est ce que tu disais, hein, c'est l'exemple, ce que disait, Mallory et puis, Olympe aussi. Un leader, est une personne loyale qui donne l'exemple, agit dans l'intérêt de tous, motivante et cohérente. Nadine dit: «Il est loyal et exemplaire», donc c'est vrai que ça revient, la loyauté, l'exemplarité. Camille dit qu'un leader, c'est une personne qui ose poser une intention pour lui, mais aussi pour les autres et proposer un mouvement pour le groupe. Dans des registres différents, les exemples pourraient être, Bernard Tapie et Martin Luther King. Mmh, c'est vrai. Et là, Mmh. dans ces 2 cas, c'est des leaders chefs de tribu, on pourrait presque dire. Mmh. C'est plus des chefs de tribu que des leaders quelque part, parce qu'ils ont leur tribu d'aspirants, qui leur donnent en fait la poussée de leur mouvement. Ce qui est pas le cas de Gandhi, par exemple. Gandhi, il a commencé seul. Eux, ils ont commencé en sachant que derrière, il y avait ce peuple, cette tribu qui suivait derrière et qui les poussait à avancer. C'est une autre forme de leader aussi. On en voit plein d'autres dans l'histoire. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est un petit peu de mettre le, oui, un éclairage en fait sur les leaders auxquels on pense un peu moins. Il y en a un qui était absolument extraordinaire et qui a beaucoup été cité pour son exemplarité justement, qui est Shackleton. Shackleton qui était capitaine d'un bateau qui s'appelait l'Endurance et il partait pour aller être le premier qui atteint le pôle sud. Et toute son épopée, c'est aller de catastrophe en catastrophe, en catastrophe, en galère, encore des galères et encore des galères. Et pourtant, de façon quasiment inespérée, il arrive à préserver la grande majorité de son équipe et il renonce au pôle sud, mais il va prendre une série de décisions dans une gestion de crise qui a duré des mois et des mois et des mois sur de la glace à des degrés inconcevables, alors que l'endurance était bloquée dans la glace alors que ce n'était pas prévu.
Et c'est un des leaders naturel, en fait. Il portait vraiment ça en lui. Et ce qu'on retrouve, c'est vraiment ce côté authentique, congruent. Il a une légitimité parce qu'il dit les choses telles qu'elles sont dès le départ. À aucun moment, il ne va mentir à son équipe, ou il ne va amoindrir ce qui est en train de se passer, ou il ne va cacher la vérité. Il va systématiquement dire où est-ce qu'on en est. Et à côté de ça, ben, du coup, tout le monde peut lui faire confiance. C'est vraiment quelqu'un en qui on peut avoir confiance puisqu'il met tout sur la table. Il n'y a rien de caché. Tout est mis sur la table dès le départ. D'ailleurs, quand il met les annonces pour partir au pôle Sud, il dit tout de suite que ça va être rude, ça va être dur et que probablement ils vont y laisser la vie dès le départ, alors qu'il aurait pu embaucher toute une équipe sur l'embarcation en leur disant juste, tiens, on part à l'aventure, vous allez voir, ça va bien se passer. Non, non, là, tout était mis sur la table dès le départ. Et c'est probablement le fait d'être transparent et d'avoir cette confiance en l'autre, de se dire, voilà, si je dis la vérité, chacun prendra responsabilité. Donc, on sera tous en responsabilité. C'est pas qu'à moi de porter la responsabilité du groupe. Et chacun pourra prendre les décisions pour lui-même. Et ça a été sa politique pendant toute cette gestion de crise, où systématiquement, il leur disait, voilà, la donne, c'est on a tel problème, on a telle ressource, on a telles options, qu'est-ce que vous proposez? Et on vote pour voir qui fait quoi, qui va où, qui... Et c'est un des plus grands leaders de l'histoire sur la gestion de crise. Et si on regarde de nos jours comment la gestion de crise et la communication de crise est traitée, il serait bon de retourner voir ce qu'il avait mis en place et comment on peut gérer ça. Parce que du coup, on a tendance de nos jours à mettre plutôt sous le tapis et de voir comment on préserve l'image extérieure. Donc, contrairement à ce qu'on pense, le leader, c'est pas celui qui va bien polir son image pour que ça brille et pour qu'on voie que le joli côté de l'histoire. Non, non, au contraire, le leader va accepter en fait qu'il a une part d'ombre, il a une part de lumière, il a des avantages, il a des inconvénients, il a des points sur lesquels il a besoin de grandir, il y a d'autres sur lesquels il est déjà très bon et on peut s'en servir, mais il a une capacité de gestion des ressources, que ce soit les siennes ou celles de son équipe, qui est optimisée. Il y a cette capacité à discerner en fait quels sont les potentiels qui sont là, quelles sont les ressources qui sont disponibles. Je fais bien la différence entre les deux parce que la ressource disponible, elle est mobilisable tout de suite. Le potentiel, il va falloir y travailler un petit peu. Mais il arrive à percevoir chez l'autre que ce potentiel existe et que si la personne, elle veut bien se mobiliser et travailler à développer ou à révéler ce potentiel-là, on va pouvoir faire des grandes choses avec ça. Mais il y a cette transparence et sa posture qui va être à la fois bienveillante, c'est souvent oublié. Il y a beaucoup de gens, alors c'est assez drôle, mais souvent en entreprise, quand on parle de leader, il y a des gens qui vont nous parler j'arrive jamais à dire son nom tellement il m'énerve, Elon Musk, et alors que quand on regarde, il y a un leader de son marché, commercialement parlant, mais typiquement, il n'a pas du tout le profil d'un leader authentique. C'est quelqu'un qui est prêt à marcher sur la tête des gens et de noyer des gens qui sont déjà à demi noyés. On n'est pas là, on est vraiment dans l'antithèse en fait du leader quelque part. Mais chez le leader, on trouve une humilité. Chez le leader authentique, il y a cette humilité en fait, d'accepter que non, on n'est pas en première ligne, on n'est pas le premier devant pour prendre les réussites pour soi et se les attribuer. On va être en première ligne dans les moments où il faut quelqu'un pour se positionner en première ligne. Mais ce n'est pas pour son bénéfice personnel. Souvent, c'est pour la préservation de l'équipe ou c'est pour pouvoir faire avancer l'équipe. Et je vais vous parler d'un autre leader un peu oublié de l'histoire française, étonnamment. C'était Maître Philippe de Lyon. Alors, je ne sais pas si vous le connaissez, chers auditeurs et auditrices, ou même toi, Charlotte. C'est assez étonnant parce qu'il a été complètement oublié dans l'histoire de notre pays.
Pourtant, ce monsieur était un grand érudit, un grand initié, et il avait en plus de ça cette capacité de thaumaturge, c'est-à-dire qu'en fait, il était capable de faire des miracles de guérison. Et il guérissait il a guéri des milliers de personnes. Alors on l'appelle Maître Philippe de Lyon, c'était pas son vrai nom, hein, c'était le nom qu'on lui donnait, hein, tout le monde l'appelait Maître, et puis son prénom c'était Philippe, et puis il était à Lyon. Donc il donnait des journées où il ouvrait en fait son lieu de travail, où il officiait. Il y avait des masses et des foules qui venaient pour recevoir des guérisons. Et c'est pour ça que je vous dis, c'est assez fou qu'il ait été complètement oublié de l'histoire, parce qu'il y a eu énormément de péripéties dans son histoire. Il y a tout l'ordre des médecins. Il était médecin au départ, hein, mais l'ordre des médecins, sachant qu'il faisait ce type de regroupement, on lui a retiré son titre, qui lui a été redonné par le chef de la Russie de l'époque. Enfin, il y a tout voilà, je pourrais en parler très longtemps. C'est quelqu'un que je trouve absolument extraordinaire. Et pourquoi est-ce que je parle de leader quand je parle de lui? Parce qu'il avait cette vision qui était propre à lui-même. Et il disait toujours, mais en fait, moi, je ne suis pas devant, je ne suis pas plus grand, je suis tout petit, en fait, je suis personne, je suis rien, je suis juste le chien du berger. Et cette image du chien du berger, quand on pense à un leader, elle est assez juste en vérité, parce que le berger donne une direction, il donne des directives, et le chien de berger, il va faire tout le tour en fait du troupeau pour sécuriser le troupeau, pour faire en sorte que le troupeau aille au bon endroit et arrive à destination préservé, en bon état, sans encombre et sans accroche. Et cette notion-là, elle est assez intéressante parce qu'en vérité, quand on regarde, souvent on fait l'amalgame entre la personne qui dirige et le leader. Quand on parle de leader, l'idée, ça veut dire mener. Mais mener et diriger, il y a quand même une petite légère nuance entre les deux qui fait la différence. Alors bien sûr, il y a des dirigeants qui sont aussi des leaders, mais on n'est pas nécessairement l'un et l'autre. Les deux ne sont pas liés. C'est comme le manager. Dans ce cas-là, on pourrait dire aussi, oui, mais alors un leader, c'est un manager. Non. Le manager, on lui donne une tâche, il faut qu'il la mette en œuvre, mais ce n'est pas parce qu'il faut qu'il la mette en œuvre en respectant d'un point de vue exécutif ce qui est à faire, que pour autant il sera leader. Là aussi, la nuance est mince, mais elle est importante. Et en plus de ça, le manager, lui, il va avoir une autorité qui lui est donnée de fait par sa fonction. Alors que finalement, une fonction de leader, ça ne se donne pas. On peut donner une fonction de manager, mais on ne peut pas donner une fonction de leader. D'ailleurs, on le voit bien dans les entreprises. Parfois, il y a le manager de l'équipe, mais ce n'est pas lui le leader de l'équipe. Et c'est important pour le manager de faire en sorte que le leader soit avec lui et le suive et le soutienne, parce que sinon, l'équipe ne suit pas. Et c'est toutes ces petites nuances-là qui sont importantes de regarder. Parce que la posture et la position sont deux choses différentes. Le manager a une position, le leader a une posture intérieure. Et alors, qu'est-ce qui fait que dans sa posture, il y a justement quelque chose qui se passe par rapport, eh bien, à peut-être cette exemplarité, cette loyauté dont parlait Olympe notamment. Enfin, qu'est-ce qui nourrit? Tu parles là de responsabilité, d'être là bien en soi finalement. Qu'est-ce qui fait que ça nourrit ça? En fait, je reviens sur ce que je disais un peu avant, il est gardien du feu intérieur qu'il porte en lui. Mais pour qu'il puisse faire sa fonction de leader, il faut qu'il y ait une reconnaissance intérieure déjà de soi, un alignement entre soi et soi, d'avoir trouvé en fait à quel endroit est notre centre et de pouvoir se connecter à ce centre-là, d'écouter la vérité qui s'y trouve et d'avoir foi en cette vérité.
Parce que là, je vais prendre 2 autres exemples. S'il n'y a pas cette foi, s'il n'y a pas cette conviction intérieure, s'il n'y a pas cet élan intérieur, et puis s'il n'y a pas cet alignement, les choses ne se font pas. Parce que il serait fou de croire que parce qu'on est un leader, on claque des doigts et tout de suite ça marche. Et il y a des exemples comme ça hein, dans l'histoire aussi. Je pense d'ailleurs à Churchill. Churchill disait, vous savez ce que disait Churchill d'ailleurs par rapport au succès, peut-être que vous le savez. Je te laisse nous le dire et il n'y a pas la moindre remarque. Ok, il disait le succès, c'est d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme. Et il a absolument raison. Le leader, en fait, a intégré totalement à l'intérieur de lui qu'en fait, il est porteur d'un feu qu'il doit amener à une destination. Et que de toute façon, quoi qu'il arrive, il doit amener ce feu à destination. Peu importe l'énergie que ça prendra, le temps que ça prendra, à quel point ce sera coûteux, si ce sera facile, difficile, s'il faut déplacer des montagnes. Non, il y a un point de départ et un point d'arrivée. C'est comme le porteur de la flamme olympique, si on veut. Hein. C'est que peu importe ce qu'il va traverser, ce qui est certain, c'est que de toute façon, la voie, c'est d'arriver à destination. Et il y a, comment il s'appelle j'ai beaucoup de mal avec les noms, c'est horrible pour moi. Abraham Lincoln, vous le connaissez tous. Si on ne savait pas comment il allait finir sa carrière, on va dire ça comme ça, probablement que toute personne qui aurait parlé de lui aurait dit que c'était un loser. Parce que si vous regardez, je ne vais pas vous refaire toute son histoire, vous serez libre de le regarder si vous le souhaitez, mais il est né dans une famille pauvre, il a raté tout ce qu'il a entrepris, mais quand je vous dis qu'il a raté tout ce qu'il a entrepris, c'est qu'il a raté, il a raté, il a raté, il a raté, il a encore raté et il a encore raté. Et finalement, il avait vraiment intégré à l'intérieur de lui le fait que le succès, c'était d'aller d'échec en échec avec enthousiasme. Parce qu'au final, quand même, il faut se souvenir qu'il est devenu président des États-Unis. Alors que tout ce qu'il a fait avant, il l'a raté. Et j'aime vraiment beaucoup ton image là alors on est bien dans le thème, de, de la flamme olympique en fait, c'est ça, on porte le feu en nous et on ira à destination presque coûte que coûte, entre guillemets, et avec la joie, l'enthousiasme en fait. Et même si peut-être qu'il faudra faire des détours, que peut-être qu'on aura un petit croche-pied ou que nous-mêmes on se prendra les pieds dans le tapis ou quoi que ce soit, eh bien on va se relever pour porter la flamme à destination parce qu'il y a comme quelque chose aussi de plus grand que nous en fait. Voilà. Oui, oui, tu le dis très bien en fait. La nature même de ce feu qui est porté, c'est qu'il participe à quelque chose de plus grand que nous. Il participe au bien commun. Et c'est vecteur d'un changement qui va au-delà de notre petite personne. Si ça s'arrête à notre petite personne, c'est autre chose. On est en train de faire un autre processus. On est sur un autre processus et c'est OK. Et il y a même un leader qu'on connaît bien dans le monde occidental, qui... Alors peut-être que vous n'auriez pas pensé comme ça tout de suite, vous allez voir, c'est parce qu'on est sur une chaîne qui est adaptée pour ça, mais quand on regarde l'histoire et les choses telles qu'elles se sont passées, il y a quand même un leader qui a énormément influencé le monde dans lequel on est, dans ce monde judéo-chrétien qui est le nôtre. C'est Jésus. Et il n'était pas dirigeant. Il était là, il était présent, dans cette forme d'humilité, où il mettait en œuvre ce qu'il avait à faire en disant « Oui, mais le Père, en fait, est en train de me demander de faire ça. Le Père m'inspire à mettre ça en mouvement. » Et les foules l'ont suivi. C'est pas lui qui criait « Suivez-moi ». Il y a peu de gens qui le regardent sous cet angle-là.
Mais même aux noces de Cana, il explique à sa mère qu'il n'est pas prêt, en fait, que c'est pas le moment pour lui, qu'il il il est pas apte. Et il y a toujours cette humilité et ce petit pas en arrière qui dit: «Ouais, mais est-ce que je vais y arriver, en fait? Est-ce que vraiment c'est là?» Et en même temps, il y a la foi qui vient et qui pousse. Donc il y a ce côté très humain, en fait, de se dire: «J'ai mes propres limites, en fait, mais je dois le faire, j'y vais». Et c'est une vraie posture parce que, il faut pas croire que la vie d'un leader, c'est quelque chose de très confortable. C'est se retrouver systématiquement dans des situations qui n'étaient pas attendues pour trouver des solutions, pour continuer à avancer, pour continuer à réaliser l'œuvre. Parce que c'est de ça qu'il s'agit, hein, le feu créateur, c'est pour réaliser une œuvre. On est là pour réaliser quelque chose. Et souvent, ce quelque chose, on n'a même aucune idée de ce à quoi ça peut ressembler. Mais par contre, intérieurement, on sait que c'est important et que c'est remarquable. Et il y a aussi un autre positionnement d'ailleurs qui est important quand on bascule un peu dans ce côté-là des initiés. Euh, on peut observer différentes choses qui sont intéressantes chez les initiés, dans les écoles initiatiques. C'est que à l'époque, on est nous dans une époque un peu différente, mais à l'époque, il était inacceptable de dire je fais partie de telle école d'initiés. C'est quelque chose qui était totalement interdit. Quand par contre quelqu'un venait et disait ah tiens mais tu es ceci ou cela, la personne répondait oui, mes frères ou mes sœurs me reconnaissent comme telle. C'est pas moi qui décide de porter l'étiquette. C'est pas moi qui décide que je suis légitime pour faire ceci ou cela. Les autres m'offrent cette légitimité. Et le leader, en fait, c'est cette position-là qu'il porte. C'est le moment où les autres me reconnaissent comme étant quelqu'un qu'on peut suivre, quelqu'un qui a cette légitimité-là. Et c'est toute la différence entre le leadership et le besoin de charisme qu'on va aller forcer, et le leadership authentique et notre propre charisme intérieur qui va juste être, juste, c'est un petit mot juste, hein, mais qui va être le déploiement en fait de ce qu'on porte comme potentiel à l'intérieur de nous. Mais c'est un chemin où, avec humilité, je reviens toujours sur cette notion d'humilité parce qu'elle est importante, avec humilité, on va regarder en fait qui on est, qu'est-ce qu'on porte? Est-ce qu'on est congruent dans ce qu'on met en place? Est-ce qu'on est cohérent entre ce qu'on dit et ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a vraiment un alignement entre qui je suis vraiment et l'image extérieure que je vais donner aux autres? Souvent, quand on regarde sur les propositions qui sont faites, les gens proposent de développer du leadership en disant je vais t'apprendre à avoir telle image, telle image, telle image. Et je pense que c'est prendre la chose à l'envers. Le bon mouvement, c'est d'aller à l'intérieur de soi, aller contacter le leader qui est à l'intérieur de nous, ce leader authentique, qu'on porte nécessairement à l'intérieur de nous, de pouvoir le voir et le reconnaître et le faire émerger. Parce qu'il est là, en fait. On l'a à l'intérieur de nous. Après, c'est une vraie question de se dire, est-ce que je suis prêt, est-ce que je suis prête à aller me rencontrer pour incarner qui je suis vraiment? Et à ce moment-là, si j'incarne qui je suis vraiment, nécessairement, je prends cette posture de leader, qui est moi, en fait. Mmh. Oui, c'est vraiment une question. Est-ce qu'on est prêt? Et finalement, pourquoi on le ferait? Et comme tu dis, prendre, responsabilité puisque Oui. c'est en effet, après ça peut être vécu, de manière différente, mais c'est quand même prendre, responsabilité. Et alors qu'est-ce qui nous pousserait à ça, vers ce choix-là? Ah, je pense que chacun a sa propre réponse. Mmh. Chacun a sa vérité à l'intérieur de lui. Mais peut-être qu'une réponse, c'est une que je propose comme ça, après chacun pourra avoir la sienne, ce serait de dire, OK, est-ce que je veux participer aux grandes œuvres? Est-ce que je veux participer au plan divin? Est-ce que je veux faire ma part? Ou est-ce que je préfère rester dans mon petit confort à m'occuper de ma petite personne
tranquillement chez moi avec, plein de trucs autour de moi, avec plein de matière autour de moi et bah et quand je partirai, ben, il restera les trucs que j'avais autour de moi et puis chacun fera ce qu'il veut. C'est un choix. C'est vrai que c'est souvent une question. Je me rappelle, il y a quelques années quand on m'a posé cette question: «Eh bien, qu'est-ce que tu veux laisser derrière toi?» Mmh, et je trouve que c'est une question, qui peut être intéressante, à se poser à un moment donné. Qu'est-ce qu'on veut ouais. laisser derrière nous, si on a envie de laisser quelque chose derrière nous? Oui et puis même si c'est pas derrière nous, c'est de se dire: «OK, quelle est ma contribution à l'humanité? Quelle est ma contribution, au tout? Quelle est ma contribution de façon générale? À quel endroit je fais ma part?» Parce que ma part, il y a personne qui peut la faire à ma place. Il y a que moi qui peux le faire. Si je le fais pas, ce sera pas fait. Du coup, comment on fait? Eh bien, justement, comment on fait? Eh bien, justement, pour nous aider à faire notre part, à, peut-être aussi avoir, si on est prêt à être leader, comme tu dis, authentique, inspirant, inspiré, à faire émerger ce leader, à incarner ce leader, à voir, eh bien, quelle est, cette juste, place, voilà. Eh bien, c'est l'atelier que tu nous proposes avec aussi, bah, les étapes pour développer, ce leadership, authentique. Eh bien, c'est ce que tu nous proposes avec, l'atelier. Un atelier qui aura lieu le 26 avril à vingt Mmh mh. heures. Voilà. Pour les personnes qui sont là en direct, je vous mets le lien dans le chat. Donc vous avez simplement à cliquer dessus si vous avez envie de voir les détails et si vous vous sentez inspiré et prêt à aller dans cette direction-là d'être leader, eh bien, bienvenue à cet atelier. Et pour toutes les personnes qui vont regarder ce replay sur YouTube, le lien est simplement en dessous dans la description. Et de même pour le replay sur l'Académie de la Nouvelle Vie, le lien est en bas de la page. Voilà, pour retrouver Laetitia lors de cet atelier. Alors, qu'est-ce qu'on va voir durant cet atelier, Laetitia? Et puis après, on va continuer en effet sur le leader et puis il y a aussi, des commentaires que je vais Les questions? te transmettre, voilà. Mais simplement, vu que là j'ai amorcé sur cet atelier pour aller se connecter et révéler, et incarner ce leader, authentique, qu'est-ce que cela va nous, permettre cet atelier? Alors, dans cet atelier, le premier point qui me semble important, c'est qu'on prendra un temps pour aller le toucher. Cette partie-là de nous, qui est dans notre centre, qui est au plus profond de nous, je tiens vraiment à ce qu'on aille le toucher ensemble. Donc ce sera vraiment un temps, un petit peu, comment dire? Cérémonial ou solennel ou en tout cas un moment particulier entre soi et soi qu'on fera ensemble, pour justement aller toucher cette part de nous et de pouvoir la faire émerger et voir comment on va pouvoir, lui donner vie, l'incarner par la suite dans les jours à venir et les années à venir et comment devenir justement ce fameux leader magnétique, charismatique, authentique, inspirant et inspiré, les 2, hein. On ne peut être, à mon sens, inspirant que si on est inspiré et mais de façon j'insiste beaucoup sur le terme parce qu'il est important, de façon authentique, c'est-à-dire vraiment dans cet alignement de qui je suis. Hem, de voir comment justement le leader, heu, va trouver sa juste place de leader. Comme je disais tout à l'heure, le leader, c'est pas celui qui est toujours devant. De trouver ne serait-ce que notre juste place. C'est un vrai sujet, notre place. Et d'ailleurs de voir aussi pour pouvoir prendre cette juste place et de lui donner toute sa valeur, de voir aussi quelle est la part de l'émotionnel dans le choix ou pas de devenir ce leader authentique, de faire la différence, de pouvoir l'incarner pleinement et de voir aussi, voilà, pour le leader, et j'ai commencé à l'évoquer tout à l'heure, est-ce que le leader porte une idée, un projet, une vision qui est nécessairement la sienne ou pas? Quels sont les différents cas de figure? Et ce sera important que vous posiez plein de questions, parce que j'adore quand vous posez plein de questions, on co-construit ensemble. On regardera aussi, quelle est
l'importance de l'équilibre et de la qualité de vie pour pouvoir faire émerger ce leader et garder cet alignement, cette assise qui donne justement ce charisme et ce magnétisme. Et on finira par voir en fait quelles sont les différentes étapes pour développer un leadership authentique, confiant et à nouveau inspirant et inspiré. Merci Laetitia. Alors, si tu veux bien, je vais te transmettre 2 questions. La première, Camille demande si c'est possible de préciser la différence entre diriger et mener. Alors, diriger, en fait, le dirigeant, c'est celui qui prend des décisions dans le sens où, si je reprends par exemple l'idée de l'entreprise, le dirigeant va dire, tiens, on doit aller atteindre tel, tel objectif, on a ça, 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 on a tels éléments pour pouvoir aller atteindre ce but et il va confier ça à ses équipes. Le leader, lui, il mouille sa veste. Ce qui n'est pas le cas généralement du dirigeant. Alors après, il y a une notion de taille, de structure, évidemment, mais le leader, il fait partie de l'équipe. Il n'est pas en dehors de l'équipe, alors que souvent le dirigeant, lui, donne les grandes lignes et l'équipe doit exécuter et mettre en œuvre. La différence, elle va être là. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, la différence est fine. C'est que le dirigeant, il donne la direction, il explique où il faut arriver, mais après, les équipes doivent s'en occuper, doivent le réaliser. Mais est-ce que ça veut dire qu'on peut éventuellement, peut-être aussi être dirigeant et leader, ou est-ce que c'est antinomique? C'est-à-dire, est-ce que quand on est dirigeant, on ne peut pas être leader vu qu'on ça peut-être pas. On peut absolument être les deux. Ça dépend de la taille de l'entreprise et ça dépend de la nature de la personne. Mais généralement, le dirigeant, dans les structures qui sont plus grandes, prend une posture de direction et n'est plus dans l'exécution. J'essaie de trouver un exemple qui puisse être probant. C'est vrai que dans les petites structures, souvent le dirigeant a les deux casquettes. Mais parfois, dans une structure, le dirigeant va dire, par exemple, tiens, on va lancer un nouveau logiciel qui va permettre de déployer ceci, cela, et atteindre une rentabilité de X millions. Et il confie le projet à ses équipes. Et il va juste aller chercher des feedbacks, il va juste vérifier qu'on est dans les clous, faire des réunions pour vérifier que tout fonctionne bien, que le plan a été respecté. Enfin, des fois, il ne s'occupe même pas du plan, il s'occupe juste de voir si les résultats sont là. Donc, c'est pour ça que ça dépend de la taille de la structure. Bien sûr, dans une petite structure, souvent, le dirigeant est multicasquette. Il est à la fois dirigeant, leader, manager, chef de projet, commercial et le reste. Oui, et puis comme tu disais, c'est aussi finalement beaucoup les personnes autour qui vont le voir comme un leader. C'est-à-dire soit on le voit comme un dirigeant où on va, comme tu dis, exécuter les ordres, les directives, etc. Soit on sent peut-être comme un appel à suivre, à être au service de ce qui est porté derrière. Et là, ça va être davantage le côté leader. Oui, il y a une notion d'exemplarité en fait. Mais c'est une Mm. exemplarité qui n'est pas mise en exergue. Disons que le leader, il va pas dire hey, t'as vu, je suis exemplaire. Hey, t'as vu, en fait, j'assure, vraiment. Ouais, t'as vu, j'ai réussi à faire ça. Il va jamais dire ça. Il va dire l'équipe a mis ça en œuvre. Ensemble, on a fait ça. Il y a un vrai. Il y a une posture, en fait. Et il y a une vision, il y a un angle de vue qui sont différents. Ok.
Alors Raymond nous partage euh, une- son avis par rapport au fait que tu aies partagé tout à l'heure sur Jésus. Il dit, je trouve ça tout à fait à propos que vous présentiez Jésus comme un leader. J'adhère complètement. Et voilà un merveilleux leader à suivre avec bonheur, conviction, foi. Alors après, c'est vrai que ça pose aussi la question que parfois, euh, enfin, de toute façon, ça va être très subjectif puisque certaines personnes vont suivre certains leaders et d'autres leaders. Mmh, C'est-à-dire que ce qu'on voit nous comme leader peut ne pas l'être pour d'autres, absolument. Il y a une et forme de inversement. il y a une forme de reconnaissance et de légitimité que le groupe donne à son leader. C'est pas le leader Mhm. qui l'apprend, c'est le groupe donne à son leader. Il n'y a qu'à regarder, si on prend d'autres leaders de la Bible, il y a d'ailleurs un film qui est, enfin, il y a plein de films autour, mais quand on regarde Abraham, Vous parlez de Moïse aussi. ouais, absolument. Abraham a été un leader, on en parle comme l'origine, vraiment l'origine du peuple d'Israël. Et pourtant, Abraham, pour pouvoir y arriver, il a accepté, pour préserver sa vie, que sa femme aille vivre 1 an et soit la femme enfin, la maîtresse de Pharaon pendant 1 an. Donc c'est vrai qu'on peut absolument dire ah non mais moi jamais je m'identifierai à quelqu'un qui va faire ça. Et pourtant, qu'est-ce qu'il n'a pas mis en œuvre? Qu'est-ce qu'il n'a pas mis en mouvement? Il y a, il y a, il y a toujours plusieurs angles de vue d'une même chose. Le pourquoi il l'a fait, bah, il le portait profondément à l'intérieur de lui. Là, il faut prendre responsabilité, c'est pas un petit choix. Mais c'est vrai que quand on porte une destinée, parce que là, on peut vraiment parler de destinée, quand on porte une destinée, ça implique de faire des choix, ça implique aussi parfois de faire des sacrifices, ça implique de ne pas avoir la vie de monsieur et madame tout le monde, souvent. Alors, je ne dis pas tout le temps, mais souvent. Après, ça dépend ce qu'on porte à l'intérieur de nous et quelle est notre contribution. Il y a certaines contributions qui sont énormes et qui ont l'air de rien. Mais ce n'est pas la valeur que l'extérieur va donner à notre contribution qui est importante. C'est que nous, on puisse reconnaître que ce qu'on porte a de l'importance et qu'on choisisse de le mettre en mouvement. Merci, Laetitia. Je vais transmettre une autre question qui touche aussi à ce côté leader. Alors, j'espère prononcer bien le nom, Akuchi. Euh, Est-ce que lorsqu'on incarne qui on est vraiment, je la pose quand même parce que c'est vrai que, comme tu disais, quand on incarne qui on est avec authenticité, qu'on porte ce feu, bah, il y a ça. On réveille aussi peut-être ce leader. Est-ce normal qu'on ressente une sorte d'agressivité, euh, davantage peut-être de méchanceté d'autres personnes autour? Alors, il y a plein de façons de répondre à cette question-là. Donc, Mhm. faut que je fasse un choix. euh, Oui, et il y puis a là, je l'ai un peu orienté dans le sens où là, il ou elle parle vraiment de lorsqu'on incarne qui on est vraiment. Moi, je l'ai orienté sur, je l'ai rapproché, hein, j'espère que ça Mmh. ira pour vous, sur ce côté, finalement, lorsqu'on incarne qui on est vraiment, lorsqu'on est aussi bah, leader, est-ce que c'est normal de, voilà, qu'on ressente cette sorte d'agressivité ou méchanceté d'autres personnes autour? Parce qu'en fait, ça peut se poser à différents endroits. Le premier endroit, ça pourrait être de se dire: «Oui, mais là, on est en train de mettre en mouvement des choses que les autres n'ont pas osé mettre en mouvement». On est en train parfois aussi dans le cadre familial de déroger à la règle de loyauté qui dit que non, surtout, on se refuse d'incarner qui on est à l'intérieur parce que dans ce cas-là, on va devenir différent
de la norme portée par la famille, par le clan, par le cercle social dans lequel on dérange. On est un salaud quelque part, hein, on est le salopard qui a décidé de déroger à la règle et qui ose faire ça. Et c'est inacceptable parce que dans ce groupe-là, probablement qu'il y a plein d'autres personnes qui ont préféré se tirer des balles dans le pied plutôt que d'oser incarner qui ils sont. Mais du coup, comment est-ce que quelqu'un peut oser faire un choix qui est différent? Et bien sûr que l'autre va nous en vouloir parce qu'on est en train de lui jeter au visage ce que nous, on n'a pas osé faire pour nous-mêmes. C'est pour ça que le choix de décider si on le fait ou si on ne le fait pas, si on veut réaliser l'œuvre ou pas, est hyper important. Il y a une autre partie qui se joue aussi au niveau de l'agressivité, c'est de voir que des fois, c'est pas les autres en fait qui deviennent méchants et agressifs, c'est que l'élan qu'on porte à l'intérieur est tellement grand et tellement fort que le fait que les personnes devant nous ne nous aident pas à aller dans le sens de la réalisation de ce projet-là, fait qu'on a une attitude de confrontation qui va venir attiser la réaction chez l'autre. Et là, dans ce cas-là, c'est autre chose. C'est pour ça que je disais, il y a plusieurs cas de figure. Je pense que ces deux-là, déjà, sont importants à poser. Parce que c'est deux processus qui peuvent effectivement se mettre en œuvre. Mais il y a quand même un point qui est hyper important, et je pense que c'est important de le poser, c'est de dire que dans tous les cas de figure, qu'on veuille le faire, qu'on veuille pas le faire, qu'on choisisse d'être nous-mêmes ou pas, il y a un principe qui dit tout élément qui n'est pas en accord avec son milieu, hein, dans son milieu, j'entends la réalisation du projet, qu'il porte lui-même, donc tant qu'il n'est pas en cohérence et la manière dont il vit n'est pas en cohérence avec qui il est, elle s'auto-détruit. Je pense que c'est une vraie réflexion à avoir. Et il y a beaucoup de gens, malheureusement, qui attendent d'être dans une situation d'autodestruction, ils sont malades, ils ont eu des accidents, ils ont eu des gros impacts dans leur vie. Et c'est parce qu'ils ont eu cette maladie, cet impact, cet accident, cette difficulté, et qu'ils se retrouvent dans un état particulier, qu'à ce moment-là, ils remettent en question les choix qu'ils avaient précédemment pour se dire non, en fait, si je ne mets pas en œuvre ce que je porte, si je ne donne pas vie à ce qui est à l'intérieur de moi et que je continue à mettre le tapis par-dessus ou de le mettre sous cloche, de toute façon, quelque part, ma vie est déjà sur sa fin. Donc, soit, effectivement, je continue sur ça et la maladie souvent vient montrer ça, le côté du oui, mais là, je me suis mis à côté du flux de la vie. Je me suis mis à côté de cette source d'énergie qui me nourrit de l'intérieur parce que j'accepte de nourrir mon feu intérieur. Parce que quand je ne le nourris pas, ben, je suis vide. Je suis intérieurement pauvre, quelque part. Et c'est pour ça que tout ça se joue à l'intérieur. Merci. Ça vient donner une autre dimension justement sur, comment on incarne, ce feu et ce leader, qui est là en nous. Et comment ne pas être ça peut engendrer, eh bien, comme tu dis, des choses par rapport, à notre santé, à notre vitalité, à notre vie, qui peuvent être peut-être délétères. Ouais. Oui, il faut pouvoir regarder ce côté-là parce que ça va au-delà finalement de. C'est vrai qu'on met, on met en avant ce soir la partie du leader qu'on est envers nous-mêmes, hein, soyons bien d'accord, parce que ce qui se joue, c'est le leader envers soi-même, la prise de responsabilité pour soi, mais c'est un sujet qui va bien, bien plus loin que ça. Je vous partage on va dire l'autre côté du décor. Avant la conférence, j'étais avec mon compagnon et il me voyait griffonner des trucs. Il me disait, mais il y a un truc,
qui va pas, je te vois griffonner, je te vois mettre des mots, je te vois... il me dit, qu'est-ce qui se passe? Je dis, écoute, tu sais, c'est un sujet qui est tellement grand que je pourrais faire 12 conférences, en fait, au minimum sur ce thème-là, parce que c'est tellement vaste et profond et important qu'il va falloir que je fasse un choix. Et c'est difficile de faire un choix, parce que qu'est-ce que je partage par rapport à ça, qui va vraiment donner de la valeur et qui va permettre aux personnes qui vont être là d'aller goûter réellement à un pan de ce que ça implique. Et ça coexiste en fait avec tout ce qu'on est. C'est pas juste l'étiquette, hein. D'ailleurs, je démarrais en disant que j'aimais pas les étiquettes. C'est pas pour qu'on se trimballe avec une étiquette sur nous où il y a marqué leader. On s'en fout, ça, quelque part. Enfin, en tout cas, pour moi, j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment de sens. Mais au contraire, c'est le moment où on choisit nous-mêmes de nous voir et de nous reconnaître tels que nous sommes. Et du coup, on n'est plus en train d'aller chercher que l'autre nous reconnaisse et nous voie. Parce que si nous, on s'est vu nous-mêmes, finalement, que les autres le fassent ou pas, est-ce que ça a vraiment d'importance? C'est une vraie question à se poser. Et je vous la pose. Ce sera à vous de choisir pour vous-même. De toute façon, on a notre propre responsabilité. Et je vois beaucoup de gens qui, dans le monde de la spiritualité, du développement personnel et du reste, cherchent des maîtres. Ils cherchent des maîtres, ils cherchent des guides, ils cherchent. Mais en fait, il y a un endroit où le jeu est biaisé, en fait, parce que le seul maître qu'on va pouvoir trouver, c'est déjà être maître de soi-même. Et là, déjà, si on arrive à ce point-là, finalement, on y est. Et c'est un peu ça que je vous propose, à travers ce thème d'aller chercher, d'aller révéler et d'incarner le leader authentique qui est à l'intérieur de vous. Parce que ça va être aller écouter l'inspiration, qui est plus grande que nous, d'aller chercher à connecter avec celui ou celle qui est à l'intérieur de nous et qui est plus grand que nous, mais qui fait intrinsèquement partie de nous. Et à ce moment-là, bien sûr, de fait, on devient inspirant. Comme tu dis, c'est se retourner aussi vers soi, en fait. Hein. C'est aussi revenir à soi et peut-être arrêter de chercher. Alors, ça, c'est pas toi qui le dis, mais mais peut-être arrêter de s'épuiser à chercher et voir que ce qui est là. Tu as les remerciements, en tout cas, Yakuchi. Merci, c'est exactement ces 2 cas de figure. C'était tout à l'heure la question par rapport à l'agressivité extérieure quand on incarne vraiment qui on est. Donc c'est ces 2 cas de figure, que j'ai rencontrés et je pense que vous y répondez très bien. Vous êtes vraiment très forte. Merci, d'être notre propre leader, ouais. Merci. Et merci à toi, Laetitia. Il y a une réponse de Mallory qui a donné un autre exemple aussi de leader, Simone Veil. Ah oui. Leader. Absolument. Une grande dame. Une grande dame. Il y a... Je vais revenir... je ne sais pas pourquoi, du coup, ça refait écho à ça. Mais pour voir aussi deux types de personnes qu'on peut choisir de suivre. Je reviens sur Maître Philippe de Lyon, parce qu'il y a quand même quelque chose d'assez intéressant qui s'est passé à son époque. Peut-être que parmi vous, il y a des personnes qui ont été initiées, qui se sont intéressées aux sciences initiatiques. Il y a à la même époque un monsieur qui s'appelait Papus. Alors Papus, sans le savoir, finalement on le connaît un petit peu tous, mais sans le savoir, c'est lui qui a créé le tarot de Marseille. Pas n'importe qui, hein, Papus. Et il a été vraiment une des têtes d'affiche
du monde de l'ésotérisme et de tout ce qui est la science initiatique, Papus. Et le jour où il a rencontré Maître Philippe de Lyon, il a dit: «J'arrête tout et je deviens votre disciple». Alors que tout le monde suivait Papus. C'était vraiment quelqu'un qui avait une renommée extraordinaire. Et il s'est rangé derrière Maître Philippe de Lyon, qui était entre guillemets inconnu du bataillon, parce qu'il travaillait dans son petit atelier d'alchimiste, à faire ses petites expériences, à faire ses consultations publiques dans le lieu qu'il avait dédié à ça. Et il avait mis en œuvre quelque chose qui horripilait sa femme. C'est qu'on s'est rendu compte quand il est décédé qu'il payait le loyer d'un nombre inconsidérable de personnes qui étaient pauvres et qui ne pouvaient pas payer leur loyer. Et sa femme disait: je n'en peux plus de lui. Quand je veux acheter un bon repas ou faire des dépenses, il me dit toujours: non, non, pour moi, ce sera juste un quignon de pain dur, c'est largement suffisant. Alors qu'il était rentier. Mais c'est des exemples qui me semblent riches de sens, en fait, pour remettre les choses à leur place sur, finalement, qu'est-ce qui a de la valeur pour nous ou pas? Qu'est-ce que c'est d'être riche ou pas de nos jours? Moi, je vois tous les jours des publicités où on me propose d'être rentière et de vivre ma vie à rien faire de mes journées. Enfin, il y a un vrai retournement à faire et de se dire: oui, ok, ça c'est ce que me propose l'extérieur, mais moi, qu'est-ce qui m'anime à l'intérieur? Qu'est-ce qui est vraiment important pour moi? Où sont mes valeurs? Qu'est-ce que j'ai envie de créer? Et comment je vais être ce changement que je veux voir dans le monde, finalement? On en revient là. Et ça me semblerait joli de pouvoir finir sur cette idée-là. C'est parfait. C'est justement ce que tu nous proposes. J'ai remis le lien, donc le 26 avril, et pour les personnes qui ne peuvent pas être disponibles, bien sûr, cet atelier sera aussi disponible en replay. Donc vous pourrez le revoir à un autre moment et le revoir autant de fois que vous le souhaitez. Et bien voilà, on arrive à la fin de cette conférence. Merci à vous tous, à vous toutes pour votre présence, pour vos échanges, pour aussi ces, ces partages. J'allais dire, c'est même au-delà de ça. On sentait aussi bien votre présence et comme votre acquiescement. Et voilà, ça fait du bien aussi. Alors merci d'être là. C'est aussi parce que vous êtes là qu'on peut aussi vous proposer eh bien justement ces conférences et puis ces ateliers pour aller plus loin. Alors voilà, si vous avez envie d'aller participer à l'atelier justement pour aller plus loin, c'est le moment, tout y est. Et puis voilà, vous êtes libre d'y aller là, d'y aller plus tard, de faire comme vous le souhaitez. Merci Dinedine pour toutes ces pistes de réflexion. Merci et très belle soirée à vous toutes et à vous tous. Eh bien, je me joins à Nadine, à Camille et à vous tous et à Laetitia pour vous souhaiter une très belle fin de journée, une très belle peut-être journée pour ceux qui nous regarderont en replay et à très bientôt. Et Laetitia, si tu veux, eh bien, je te laisse le mot aussi de la fin. Bah, je suis ravie d'avoir partagé ce temps-là avec vous. C'était un temps riche. J'ai toujours plaisir à échanger avec vous. C'est vrai que c'est tellement grand et merci d'avoir été là. Merci de participer. Charlotte le dit très bien. Si vous n'étiez pas là, si vous ne participiez pas, ben, on ne pourrait pas nous-mêmes être là et vous partager ce qu'on vous offre ici. Et merci. Merci. Bientôt. C'est vrai que j'ai l'élan aussi de finir peut-être sur ça. Bientôt, ça fera 10 ans que j'ai mon activité et c'est grâce à vous. C'est pas rien, 10 ans, c'est une sacrée tranche de vie. Et je suis toujours ravie en fait d'être à votre service et de pouvoir co-créer avec vous. Mais je ne peux co-créer avec vous que si vous êtes présent ou présente, sinon ce n'est pas possible. Et c'est pour ça aussi que dans cette co-création, c'est important. Je reviens à nouveau sur ça, que vous puissiez aller chercher en fait quel est le changement que vous voulez aller amener dans le monde et qu'on puisse ensemble peut-être co-créer justement ce chemin pour que vous puissiez incarner ce feu que
que vous avez à l'intérieur de vous. En tout cas, moi, j'aurais vraiment plaisir à le faire avec vous. Et je vous souhaite une très belle soirée. Merci encore. Merci. Merci à vous tous. À bientôt. On vous embrasse. Bye bye.